Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 18 octobre, voici les titres de cette édition. Les établissements scolaires ont rendu hommage à Samuel Paty. Il y a un an, le professeur d'histoire-géographie était victime d'une attaque terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. Cérémonie, temps d'échange ou encore marche blanche étaient organisées ce week-end. La semaine nationale ELA a débuté ce lundi. L'Association européenne contre les leucodystrophies invite entreprises et établissements scolaires à participer à l'événement, au programme dictée ou encore l'opération Mettez Basket. Et après l'élection, place à l'installation du nouveau conseil municipal à Trappes. Ali Rabé reprend, comme en 2020, l'écharpe de maire. Pour marquer son opposition après une campagne sous tension, Othman Nasrou et son colistier Mustapha Larbaoui ne se sont pas rendus sur place. Et puis Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, s'est rendu à Châteaufort ce matin. Une visite de l'entreprise Safran dans le cadre du plan d'investissement France 2030, un plan qui vise à investir dans l'innovation. L'objectif du déplacement, échanger sur le développement des transports aériens durables tels que l'avion bas carbone. Et il y a un an, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, était victime d'une attaque terroriste islamique près du collège de Conflans-Sainte-Honorine où il exerçait. Des hommages ont été rendus dans différentes villes des Yvelines. Samedi 16 octobre 2021, une journée en sa mémoire lui était consacrée. Le récit des commémorations par Célia Gatsongo, Patrick Jacques de Dixmude et Grégory Canali. Dès le vendredi 15 octobre, les établissements scolaires ont rendu hommage à Samuel Paty, comme au collège Jean Zay à Verneuil-sur-Seine. Lors d'un cours d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, une classe de 3e a travaillé sur 2 thèmes de réflexion. Nous avions décidé de nous intéresser plus particulièrement à ce que fait le professeur d'histoire-géographie, qu'est-ce qu'on apprend en histoire-géographie et pourquoi on étudie l'histoire-géographie. Samuel, tu fais partie à jamais de notre communauté. Et c'est donc ici, dans notre collège, dans ton collège, Samuel, qu'il nous semblait évident de te rendre hommage. C'est au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine qu'une grande cérémonie d'hommage à Samuel Paty était organisée à huis clos samedi 16 octobre. Professeurs, personnel éducatif et élèves ont pris la parole. Le ministre de l'Éducation nationale était sur place. Un sentiment d'abord de solidarité avec la famille de Samuel Paty, avec ses proches, avec ses collègues, avec ses élèves, avec tous les professeurs de France aussi, et au fond avec tous les Français, parce que c'est tous les Français qui, le jour de sa mort, il y a un an, ont été totalement bouleversés par ce qui s'est passé. Et quand il y a une mort aussi tragique, une mort aussi absurde, c'est notre unité qui permet de lui donner un sens. À l'issue de ce premier hommage, une marche blanche est partie du collège jusqu'à la place de la Liberté. Un discours a été donné par le maire de Conflans-Sainte-Honorine, ému par l'événement. Le 16 octobre 2020 restera un jour à jamais marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de Conflans-Sainte-Honorine. Je pense que le sens de cet hommage, c'est à la fois un hommage à Samuel Paty et en même temps un moment de rassemblement indispensable pour qu'on puisse ensemble échanger, discuter et rester soudés. Un monument en forme de livre ouvert a été également dévoilé, symbole de la liberté d'expression. Des centaines de personnes étaient présentes. C'est vraiment très très lamentable et on ne pourra jamais s'y faire. D'ailleurs, on ne pourra pas l'oublier non plus. Apporter un soutien moral, surtout à la famille, à la commune et tous les Conflanais dont je fais partie. Un square a également été nommé Samuel Paty, en face de l'université La Sorbonne à Paris. Et ce lundi 18 octobre, c'était le lancement national de la 18e édition de la dictée d'ELA, l'association qui lutte contre les maladies génétiques dites leucodystrophie. À Saint-Germain-en-Laye, l'événement se déroulait au collège Marcel Roby avec une centaine d'élèves des écoles primaires de la ville. Nicolas Dandry était sur place, regardez. Attention, les enfants, c'est parti. Si l'écriture... Un texte d'Hervé Letellier intitulé « La gymnastique des mots ». Voilà la version 2021 de la dictée d'ELA. Au collège Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye, une centaine d'élèves de primaire se sont prêtés au jeu. Un exercice en présence de Benoît Carloni, jeune homme de 30 ans atteint de leucodystrophie, venu avec ses parents. C'est une solidarité qui n'est pas commune aujourd'hui, c'est super. Pour Benoît, il a 30 ans. Bon, maintenant, il y a d'autres enfants qui naissent avec cette maladie et il faut trouver quelque chose pour chaque nom sur la maladie.
Comédien et chanteur, David Ban s'émue en professeur des écoles. Lui qu'on peut voir dans Plus belle la vie ou la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille, il est parrain de l'association Ella depuis 2015. J'essaie de faire en sorte que ce soit un petit moment de partage, que les enfants s'en souviennent aussi. Il y a aussi une partie des enfants qui contribuent à mettre en place cette dictée, donc je trouve que c'est bien, c'est courageux de leur part. Côté organisation, des élèves de 4e du collège Marcel Roby, décoration, mise en place des feuilles, accueil des invités, ils se mobilisent à leur manière contre la maladie. Personne encore n'a trouvé par exemple de médicaments pour soigner cette maladie. Donc je trouve que c'est bien de participer à cette association. Je trouve que c'est assez important de participer à cette association parce qu'il y a de l'argent qui est récolté dans cette association et ça aide aux personnes qui sont handicapées à cause de cette maladie. La matinée solidaire s'est finie sur une note de musique, encore plus fort, un extrait du dernier album de David Ban. Et je vous le disais donc un peu plus tôt, la semaine nationale Ella vient de débuter et se déroulera jusqu'au 23 octobre. À l'origine de l'événement, l'association européenne contre les leucodystrophies, un groupe de maladies génétiques héréditaires qui s'attaque au système nerveux et dont on ne guérit pas aujourd'hui. Pour lancer l'événement, les dictées ont été organisées partout en France pour sensibiliser au combat contre cette maladie. Aurélie Zezio, professeure de lettres, vous êtes avec nous. Vous étiez au collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye ce matin. Bonsoir. Bonsoir. Exactement. Exactement. Bonsoir. Et François Malherbe, représentant des associations Ella dans les Yvelines, vous êtes également avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Vous êtes également papa d'un petit garçon atteint d'une leucodystrophie. Je voulais voir avec vous directement, donc en premier. Aujourd'hui, les leucodystrophies concernent une trentaine de maladies, puisque c'est un groupe de maladies. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça et donc quel est l'objectif derrière de l'association Ella ? Alors, l'objectif par rapport aux opérations, déjà, est la dictée est faite pour annoncer préparer mets tes baskets, qui se fait dans la foulée ou pas selon les établissements, pour évidemment récolter en tout premier lieu des dons afin de financer sur deux axes, financer la recherche contre la leucodystrophie, puisque les laboratoires pharmaceutiques sont assez peu intéressés par ces maladies orphelines. Donc financer des équipes de recherche et l'autre axe pour apporter un soutien aux familles qui ont besoin à la fois de besoins matériels et de soutien psychologique. Donc là, vous nous parliez des dons, justement. Donc j'imagine dans la recherche, peut-être dans la recherche de traitement, puisqu'aujourd'hui, on l'a dit, il n'y a pas de traitement pour cette maladie, pour ces maladies. Oui, c'est le problème essentiel, c'est une maladie dégénérative. Pour essayer d'expliquer simplement, nos neurones sont entourés d'une... donc vous l'avez dit parfaitement en lançant le sujet, atteinte du système nerveux central, cerveau et lumière. Dans notre cerveau, les neurones sont entourés d'une gaine qui s'appelle la myéline, et malheureusement, cette myéline qui est attaquée se dégrade, et donc on voit nos enfants peu à peu dépérir, et c'est pour ça qu'il y a pour nous vraiment urgence de trouver des traitements. Et donc votre fils est atteint d'une leucodystrophie, justement. Comment on vit la maladie au quotidien ? Alors, c'est très difficile du fait justement que ce soit une maladie dégénérative, parce que d'étape en étape, je connais Benoît, je connais aussi David Ban, on est une grande famille à Ella, et chaque année on voit quand même les difficultés s'accentuer chez nos enfants. Donc c'est quelque chose qui est excessivement difficile, mais on s'adapte pour l'instant. Comme il n'y a pas de traitement, on se bagarre pour en trouver, mais comme il n'y a pas de traitement, on en est à traiter des symptômes qui apparaissent. Je vais donner l'exemple de mon fils. Là, dernièrement, sur sa dernière IRM, le cerveau a montré que il y avait une atteinte de la partie qui commandait le système respiratoire. Donc aujourd'hui, il est obligé de porter un appareil respiratoire toutes les nuits pour pouvoir respirer correctement. Voilà. Donc on s'adapte. Mais c'est une épreuve quotidienne.
Aurélie mais les enfants nous donnent beaucoup d'énergie aussi, excusez-moi, C'est ça. pour avoir. Aurélie Zozio, on en parlait donc Zezio, pardon. On en parlait tout à l'heure pour sensibiliser à la maladie. Donc il y a la dictée ELA qui avait lieu aujourd'hui. Vous y étiez. Elle est organisée depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de se mobiliser justement comme ça pour l'association ELA? Bien sûr, moi ça fait de nombreuses années que je suis enseignante et donner du sens à notre enseignement, c'est très important. Expliquer aux élèves que l'engagement c'est essentiel, qu'on est des citoyens, que ce sont les citoyens de demain, qu'on n'est pas juste là pour leur enseigner, leur amener un savoir, on est là aussi pour les faire réfléchir. Alors moi, dans le précédent collège où j'étais, d'ailleurs auquel je rends hommage, c'est le collège Darius Milhaud à Sartrouville, on avait déjà entamé un soutien fort à l'association. Et quand je suis arrivée à Saint-Germain-en-Laye, au collège Marcel Roby, je me suis dit, voilà, on va essayer de semer aussi à Saint-Germain, la petite graine est là. Et ça fait effectivement 5 ans que j'arrive à organiser des événements. Alors avec les aléas sanitaires, ça a été compliqué. Mais on a réussi et ce matin, on était une bonne centaine à avoir pu donner de notre énergie et de notre main pour les enfants d'ELA. Et le soutien qu'on peut leur apporter, ce matin, il était symbolique, mais on était là avec notre énergie présent. Et c'est très important pour moi d'insuffler cette énergie à mes élèves, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Parce qu'on les a vus, je suis très très fière d'eux. Voilà, et je pense que pour les familles, c'est important de leur montrer qu'on est là. Et donc justement, pour votre classe, c'était un investissement qui allait au-delà finalement de la dictée, puisque c'est un projet que vous avez préparé en cours. Tout à fait, avec le soutien bien sûr chef d'établissement que je remercie, Madame Smith, qui m'a donné l'opportunité et la liberté pédagogique aussi de me lancer dans un tel projet. Donc avec les élèves de 4e 8 que vous avez pu voir sur le petit reportage, on a tout organisé. Alors c'est eux qui ont lancé des invitations, qui ont invité la famille Carloni, qui ont accueilli notre parrain qui était ce matin présent, des élèves des écoles alentours, des élèves de CM2. Voilà, ce sont mes élèves qui ce matin étaient là à 8h, tous sur le pied de guerre pour décorer notre salle, accueillir. C'est aussi un moment pour eux de prendre des responsabilités et de s'illustrer dans des compétences parfois différentes de celles qu'on attend d'eux quand ils sont en classe. Donc, je suis vraiment fière parce que c'était pas facile. C'est une grande responsabilité et ils ont été à la hauteur. Donc, je les félicite et je les remercie. C'est important, justement, selon vous, que l'Éducation nationale participe à cette sensibilisation des jeunes? Mais bien sûr, bien sûr. Donner du sens à ce qu'on fait. On n'est pas juste des passeurs de savoir. Pour moi, c'est très, très important. De les ouvrir sur le monde, de donner du sens à ce que je peux leur apprendre. Moi, je suis professeure de lettres classiques. Quand on parle citoyenneté, on peut en parler en latin, effectivement, et puis on peut en parler. Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen? C'est aussi donner de son temps, être solidaire, et parfois ça permet de mettre en parallèle nos cours concrètement. On est dans le concret. Et la solidarité, l'entraide, c'est pour moi, ça fait partie des valeurs les plus importantes, je crois. Et encore plus aujourd'hui, avec les moments qu'on vient de vivre tous, je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis donner de notre énergie, c'était un très beau moment ce matin. François Malherbe, brièvement, il y a aussi un autre événement qui va se dérouler cette semaine, c'est justement Mettez Basket et Bas la maladie. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots là-dessus? Oui, donc chaque établissement qui s'est inscrit, et il y en a 2532 en France, pour l'opération Mettez Basket, soit fait une opération sportive. Donc les jeunes cherchent des parrains pour cette compétition. Pas compétition, c'est pas du tout une compétition, mais cet effort sportif, et donc qui est organisé soit à la suite de la dictée, donc cette semaine pour certains établissements, mais c'est à la libre appréciation des établissements et de ceux qui l'organisent. Une opération sportive, donc symbolique, il s'agit de mettre ses baskets pour des enfants qui ne peuvent plus courir, et donc c'est également au choix des établissements. Certains organisent des compétitions, des tournois de tennis de table, de basket, de hand. Mais l'opération la plus symbolique choisie est souvent le relais, la course de relais, parce que justement le relais c'est fort. On passe le témoin, on passe le bâton au suivant, et donc c'est une opération
qui est essentiel pour l'association. Au niveau des dons, c'est 40 à 50% du fonctionnement de l'association. Donc, Mets tes baskets est vraiment très, très, très importante pour nous. Et justement, pour ce qui est des dons, vous pouvez le faire bien sûr en participant aux événements ou en contactant directement l'association. Toutes les informations sur le site qui s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup Aurélie Zezio, professeure de lettres, je le rappelle, du collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye. Et puis à vous, monsieur Malherbe, d'avoir été avec nous aussi en tant que représentant des Yvelines et aussi père finalement d'un enfant qui est atteint de cette maladie. Merci à tous les deux. Merci à vous. Après sa disparition le samedi 9 octobre, les obsèques d'Abolassane Bani Sadr se sont tenues ce samedi 16 octobre au cimetière des Gonards à Versailles. Premier président de la République islamique d'Iran, il vivait à Versailles depuis son exil en 1981. Sa dernière volonté, rester enterré en France tant que la démocratie n'était pas instaurée en Iran. Un reportage de Nicolas Dandry. C'est un personnage de l'histoire iranienne qui s'en va. Le premier président de la République islamique d'Iran, Abolassane Bani Sadr, a reçu un dernier hommage, une inhumation à Versailles autour de sa famille et plus d'une centaine de personnes de la communauté iranienne. Ça permet un peu si vous voulez, de moins ressentir la douleur quand elle est partagée, surtout avec des gens que j'embrasse qui pleurent, que je ne connais même pas. Il a combattu toute sa vie sans jamais rien lâcher, toujours dans le sens de la démocratie et des droits de l'homme et pour la grandeur de l'Iran. Après son exil en France en 1981, Abolassane Bani Sadr continuait le combat depuis Versailles, un domicile placé sous protection policière. Homme politique mais aussi grand-père, il s'occupait de ses petits-enfants. Je suis si reconnaissante d'avoir eu le privilège de grandir auprès de vous. Vous qui, malgré votre combat politique très prenant, avez toujours pris le temps de vous occuper de moi. Merci d'avoir été un exemple de force, de courage, de combativité et d'espoir tout au long de votre vie pour le peuple iranien et jusqu'au dernier instant pour nous. Proche de l'ayatollah Khomeini, il a participé à la révolution iranienne en 1979. Élu président de la République islamique d'Iran en 1980, il est destitué 17 mois plus tard et contraint à l'exil. En cause, ses positions sur la démocratie et sur les libertés individuelles. J'ai passé toute ma jeunesse à suivre son parcours. Et puis c'était un homme qui aimait bien les gens. Et il donnait beaucoup d'importance surtout à l'indépendance, la liberté, la démocratie. Cette cérémonie est l'occasion de respecter la dernière volonté d'Abolassane Bani Sadr, reposer en France tant que la démocratie ne sera pas instaurée en Iran. Et côté politique locale, l'installation du conseil municipal à Trappes a eu lieu vendredi 15 octobre. Sa liste arrivait en tête dès le premier tour avec 58% des suffrages. C'est tout naturellement Ali Rabé qui a été élu maire de la commune de 32 000 habitants. Un conseil d'installation tendu à l'image de la campagne qui a eu lieu ces quelques semaines et qui ont suivi l'annulation de l'élection de juin 2020. Un reportage de Mélanie Poquet. Les soutiens d'Ali Rabé sont venus en nombre vendredi 15 octobre pour voir la tête de liste Génération être élu maire lors de ce conseil d'installation avec 31 voix. Il y a énormément de travail à réaliser à Trappes. On se bat pour l'égalité, pour la dignité des habitants de cette ville. Il y a eu beaucoup d'intelligence dans cette campagne qui a été violente, qui a été rude, où j'ai pris beaucoup de coups personnellement, mais j'ai surtout perçu la capacité extraordinaire d'engagement, de mobilisation des trappistes. Le travail, cette fois dans la sérénité et l'apaisement, loin des polémiques lancées par nos adversaires. Du côté de l'opposition, Othman Nasrou et Moustapha Larbaoui de la liste Union républicaine pour Trappes étaient absents. Guy Malandin s'est quant à lui absenté après avoir refusé de présider la séance et le vote pour élire l'édile. Luc Miseré, seul représentant de Trappes à gauche, a voté blanc. Je serai en soutien de tout ce qui est positif pour les trappistes et quand j'aurai une différence à signifier, je le ferai de manière constructive comme on l'a fait de 2014 à 2020 avec Trappes à gauche. On est très attentif sur les aspects du logement, de la vie des habitants. Il y a des réponses extrêmement importantes à apporter à ce niveau-là. On est très vigilant sur l'éducatif, c'est-à-dire que nous on pense qu'il faut beaucoup plus de qualité. Une soirée tendue à l'image de la campagne, le conseil d'installation a aussi élu 11 adjoints au maire.
La commune de Gressé verra bientôt s'implanter un élevage de 40 000 poules pondeuses sur son territoire. La demande avait été enregistrée par un arrêté en juillet 2019. Ce dernier avait été contesté par des riverains. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté les 2 requêtes déposées contre ce projet. Celui-ci a donc été validé par un jugement ce vendredi 15 octobre. Le site choisi pour l'implantation de l'élevage ne présentait pas de sensibilité environnementale particulière selon le tribunal et se trouverait suffisamment éloigné des zones protégées environnantes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mickaël Elmidoro à la présentation de votre magazine sportif accompagné de Bichente Mérien Santisteban pour les résultats du week-end. Très bonne soirée à tous sur TV78.